Merci beaucoup Somaya. J'ajoute que la Cour de révision annule la condamnation de Dany Le Prince et ordonne un nouveau procès. C'est extrêmement rare, Maître Garbarini. Dans une rarissime décision, la Cour de révision a annulé jeudi la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Le Prince, ordonné qu'il soit rejugé pour un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994. C'est un coup de théâtre dans ce célèbre dossier criminel. La Cour de révision et de réexamen juge que 2 des éléments susceptibles d'avoir été retenus à charge par la Cour d'assises se trouvent fragilisés par des éléments inconnus de la juridiction, ce qui est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Dany Le Prince. Il a aujourd'hui 69 ans. Il est libre après 18 ans passés derrière les barreaux. Il était accusé, il clame son innocence des meurtres en 1994 de son frère, de sa belle-sœur et de 2 de leurs filles dans la maison de Torigné-sur-Douai, qui était voisine de la sienne. C'est-à-dire qu'il va avoir un nouveau procès d'assises avec des jurés populaires et on repart quasiment à zéro, c'est ça ? On repart à zéro avec les nouveaux éléments qui ont été introduits dans la procédure, mais nouveau procès d'assises ne veut pas dire acquittement. Hein. Mais s'il est condamné, il retourne en prison ? Alors qu'il a été pendant 18 ans. S'il est condamné, et on va voir la peine qui sera prononcée. Mais si la peine elle est plus importante, il retournera en prison. Ah bon ? Oui. Alors qu'il est libre. Il est libre, mais la cour d'assises, elle peut estimer qu'au vu des éléments qui sont dans le dossier... Il a été condamné à perpétuité, il est sorti au bout de 18 ans. Donc s'il prononce la perpétuité et que il a une peine aujourd'hui, si par exemple ils disent qu'il a perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, il manque 4. Bon. En tout cas, c'est une affaire qui est passionnante pour ceux qui s'intéressent aux grands faits divers, et celui-ci est un grand fait divers. La politique, avant d'être avec vous et de parler de cette commission sur le périscolaire, Marine Le Pen, hier, elle est candidate, elle pourrait être candidate, bien sûr, mais s'il y a bracelet électronique, ce qu'on savait déjà, hein, Thomas Bonnet, elle avait plus ou moins dit. Écoutez ce qu'elle a dit à Darius Rochebain. Si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne, monsieur Rochebain. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Avec un bracelet ? Bien sûr, parce que je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Donc je pense que les magistrats sont bien conscients, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet. Bon, est-ce que c'est une manière de mettre la pression sur le juge, ce qu'elle dit là ? La pression, je ne sais pas, en tout cas c'est un message très clair aux magistrats. Elle dit, c'est vous qui aurez la responsabilité de m'empêcher, non seulement avec une peine d'inéligibilité possible, mais aussi, parce qu'il y a 4 ans de prison qui ont été requis, dont un ferme aménageable, je ne fais pas campagne avec bracelet. Moi, je serais un peu plus prudent sur cette affirmation-là. Je pense qu'on peut faire campagne sous bracelet électronique. Oui, mais ça ne veut rien dire. Un bracelet, c'est pourquoi ? C'est pour être assigné à résidence. Oui. Bon, par définition, quand tu fais une campagne, tu bouges tout le temps. Oui. Donc si c'est juste pour humilier Mme Le Pen, ça n'a pas de sens. Ou tu mets un bracelet, tu la laisses dans sa maison, et c'est curieux pour faire une campagne, elle n'a pas le droit de sortir. Ou tu lui mets pas de bracelet, tu considères que le bracelet n'est pas adapté. Ou elle est condamnée, ou elle n'est pas condamnée. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle est éligible, si la justice considère qu'elle est éligible, il ne faut pas lui mettre de bracelet. Me semble-t-il. Je suis d'accord, mais je pense que c'est le sens de son message. Paraît... C'est à peu près en filigrane ce qu'elle dit au juge. Elle ne peut pas leur parler directement, donc elle leur dit à travers les médias. Il y a une logique. En revanche, si la justice considère qu'elle est coupable, ça c'est autre chose. Après, la cour d'appel, elle peut ne pas aménager la peine, immédiatement. Aujourd'hui, il y a une réforme qui fait qu'on peut aménager la peine ab initio. C'est-à-dire que la cour d'appel ou le juge de première instance prononce une peine et dit d'ores et déjà comment la peine doit être exécutée dès lors qu'on est dans une peine prononcée ferme, aménageable. Mais là, la cour d'appel, elle peut dire « je vous condamne à 1 an de prison, point ». Et là, il appartiendra ensuite de recevoir une convocation du juge d'application des peines qui vous dira comment vous faites l'année de prison. Il se passe quoi pendant ce temps-là ? Rien, vous êtes libre. Ouais. En tout cas, on a beau voir qu'elle fait tout pour se défendre face au harcèlement judiciaire qu'elle subit, mais qu'elle ne s'accrochera pas à tout prix. Et je crois que c'est aussi l'honneur de la politique de parfois savoir organiser sa succession. Elle l'a fait avec Jordan Bardella et trop peu de politiques l'ont fait avant elle, il faut le souligner, je crois. Bon, écoutez également, parce que ça nous a fait rire, ça c'est en marge, c'est Pierre-Henri Tovillo, qui est philosophe, qui était invité de France Inter. Comment j'ai dit ? Tovoyo, je l'ai mal dit. Et était invité de France Inter, mais je pense qu'il n'a pas retourné.
Bah oui, parce qu'il a dit que le RN n'est pas d'extrême droite. Donc là, la maison ronde de France Inter a tremblé, et c'était hier sur l'antenne de France Inter. Écoutez ce qu'il a dit. Pour moi, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Si on se s'accorde sur la définition de l'extrême droite c'est quoi? C'est 3 traits. L'antiparlementarisme, c'est une conception réactionnaire, révolutionnaire, conservatrice de l'histoire, et c'est troisièmement une vision de la pureté ethnique. C'est-à-dire que la nation n'est pas un plébiscite de tous les jours, un choix, ce n'est pas une volonté, c'est une sorte de substance ethnique. C'est ces 3 critères. De ce point de vue-là, le RN aujourd'hui ne coche aucune de ces trois éléments. On peut l'accuser de xénophobie, mais c'est un usage. Et donc il y a une stratégie par rapport à ça de diabolisation. Or, cette stratégie de diabolisation arrange le Rassemblement national parce que ça l'évite de sortir du bois. Ça l'évite de clarifier. Ça l'évite effectivement de révéler en quelque sorte ces contradictions et de demander, voilà, clairement sur ces 3 points, quelle est votre position? Très claire. Sur les institutions, sur la vision de l'histoire, sur, au fond, est-ce qu'il s'agit simplement d'un contrôle migratoire sur les questions migratoires ou est-ce qu'il s'agit effectivement de xénophobie? Il faut opposer les choses clairement. Je ne comprends pas le lien qu'il fait entre la première partie de sa démonstration et la fin de sa démonstration. Oui, mais... C'est assez étrange d'ailleurs. Ils ne sont pas d'extrême droite et puis il finit par dire que ça l'arrange parce qu'il ne clarifie pas. Il faudrait qu'il clarifie qu'ils ne le sont pas. Oui. Il a peut-être compris qu'il était allé trop loin, il donne des gages à la fin. Oui, mais rassurez-vous, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence à la fin de la phrase avec le début. Non ? Vous avez raison. Il me semble. Il est quand même très courageux pour un universitaire. Il faut voir dans quelle position il parle. Et d'ailleurs, il rejoint d'autres chercheurs spécialistes de l'extrême droite, comme Jean-Yves Camus, qui dit à peu près la même chose. Mais Benjamin Morel, moi je lui ai posé nombreuses fois la question, il était sur cette ligne-là, Benjamin Morel. Mais la notion d'extrême droite, c'est un terme polémique et non pas politique. Ça vise à disqualifier et pas à décrire. Bon, Laurent Wauquiez, parlons de Laurent Wauquiez, parce qu'effectivement, dans le Figaro hier, et c'est vrai que ça fait... Quand je disais tout à l'heure la célèbre phrase de Chirac, au début, ça m'a fait sourire. Enfin, la célèbre, grâce à vous, hein, essentiellement. Non, pas grâce à moi, grâce à Chirac. Bon, au début, quand j'ai vu ça, je vous assure, au début, j'ai vraiment ri, en fait. Mais vraiment, hein, j'ai ri, j'ai dit, c'est Wauquiez, quoi, Wauquiez fidèle à lui-même. Bon. Et puis, regardez le tweet, il a juste 1 an, quoi. Mais le tweet, c'est intéressant qu'il avait fait. C'est avant l'élection LR. Il se présente chez les LR, il gagne pas. Évidemment, s'il avait été élu président du LR, il dirait pas ça aujourd'hui. Mais comme c'est pas lui qui est président du LR, non seulement il l'est pas, mais il veut pas que quelqu'un d'autre le soit à sa place. Donc il explique que les LR sont à moins de 10%, la campagne n'a pas commencé. La campagne n'a pas commencé quand même. Je t'assure, si tu pars à la guerre, et c'est Didier Deschamps qui part à la Coupe du Monde avec des joueurs qui disent on va perdre contre le Sénégal, il n'y a pas de problème, coach. Mais moi, ces gens-là, je suis entraîneur, je lui dis, écoute, tu t'en vas. C'est incroyable de dire ça. De dire que les LR sont à moins de 10%, on n'en sait rien. Ta campagne, elle va... Mais pourquoi C'est tellement une phrase que vous auriez pu dire. C'est-à-dire que les LR soient à moins de 10%. Mais moi, je peux le dire, oui. Non, mais vous avez ils le sont aujourd'hui, mais la campagne, elle est... La campagne, mais je peux en parler si vous le voulez bien. Oui, mais attendez. La campagne n'a pas commencé, c'est une évidence. On est à 1 an de la campagne. Mais je suis d'accord avec vous, mais faites le ménage dans votre parti, dites-donc. Écoutez, on va en parler. Allez lui dire à monsieur Wauquiez. Ah non, on en a parlé. Bon, alors, oui, vous pouvez de toute façon avec monsieur Wauquiez, si tu pars à la guerre, t'es tranquille. Hein. La première balle, elle est pour toi. Écoutez, je peux pas vous dire autre chose. Moi, j'ai rien contre monsieur Wauquiez. Il est venu ici, il a dit, j'ai un problème de sincérité, j'ai travaillé sur moi, je sais que les gens ne me croient pas quand je parle, et pour cause. Regardez, vous avez vu le tweet passer, le tweet d'il y a 1 an, on l'a vu. Oui. Et écoutez, alors ça c'est formidable, ce qu'il dit d'Édouard Philippe avec qui il va bosser. Écoutez ce qu'il dit sur France Télévisions il y a 2 ans, je crois. Mais vous avez vu le projet d'Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'aller de Anne Hidalgo jusqu'aux Républicains. Ça s'appelle le macronisme sans Macron. Édouard Philippe, aux élections législatives, il a appelé à voter pour le Parti communiste. C'est lui qui a fait les 80 km/h, qui a fermé Fessenheim, la centrale nucléaire, qui a capitulé à Notre-Dame-de-Lande, qui a augmenté la CSG sur les retraités. Quand il était Premier ministre, le déficit a explosé. C'est la première fois où il a été aussi grave. Moi, c'est pas mes convictions. Et donc, vous m'interrogez. Oui, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est un peu de gauche, un peu de centre, un peu de droite, beaucoup de rien du tout, et le rassemblement de la droite. Vous avez compris que moi, c'est le 2e. Mais c'est pas ses convictions, mais c'est quoi ses convictions? Comment vous dire? Aujourd'hui, moi je sens une vraie colère monter chez les électeurs de droite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France, elle penche à droite. Qu'on le veuille ou non, la droite, c'est la première force politique locale. On a gagné 56% des villes de plus de 9000 habitants. Et aujourd'hui, on nous dit, en gros, vous êtes
électeurs de droite, vous avez le choix ou entre le centre ou entre le Rassemblement national. Mais moi, je regrette, au milieu, il y a un espace qui s'appelle la droite. Et un électeur de droite, par définition, il veut toujours voter à droite. C'est-à-dire qu'il a ni confiance dans les héritiers d'Emmanuel Macron, ni confiance dans le Rassemblement national. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, évidemment qu'il ne va pas mettre le drapeau des LR dans la poche. Enfin, on a donné 5 présidents à la France, on a dominé une partie de la Ve République. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal et Édouard Philippe, eux, vont se décider en février 2027 et nous, on devrait se retirer dès juin 2026 ? Bon, comment vous expliquez la stratégie ? C'est quoi la stratégie de Laurent Wauquiez ? Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'aujourd'hui, il s'est mis en tête qu'il doit être celui qui va... faire le grand rassemblement de la droite. Et que l'enjeu pour nous, c'est la qualification en second tour. Et que dans l'état actuel des choses, il considère que Bruno Retailleau, même s'il a dit qu'il était légitime, n'atteint pas encore les 10%. Mais la campagne n'a pas commencé. Laissons à Bruno Retailleau le soin de tracer son chemin. Il n'y a pas une autre stratégie. J'ai du mal à décoder. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est Laurent Wauquiez. C'est personnel, non ? Bon, oui, d'abord, est-ce qu'il se haïsse, il a laminé, ça la supporte. Ça, c'est vrai, mais il a pris quand même 75-25. Moi, ça me fait de la peine pour les électeurs de droite, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de la France, qui est à la croisée des chemins, quand on voit le mur de la dette, 3500 milliards de dettes... Qu'est-ce qu'il doit faire, Bruno Retailleau ? Vous ne trouvez pas que ces batailles d'ego, elles sont déplacées ? Qu'est-ce qu'il doit faire, Bruno Retailleau ? Il doit l'exclure ? Il doit lui dire « je te vire » ? Bruno Retailleau, aujourd'hui, il doit un peu trivial, ce que je dis. tracer son chemin pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a une légitimité. Je suis désolée. Est-ce qu'il doit le virer ou pas ? Soyez aussi... En fait, la politique meurt parce que... Moi, je passe mon temps à interroger des gens en politique qui ne disent pas clairement les choses. Bon, alors attendez, moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il doit virer Laurent Wauquiez. Donc allons-y, virons tout le monde et on se retrouve entre il veut nous aller et on se travailler tape sur le ventre en disant regardez, on est entre nous. Mais pas virons tout le monde, il veut aller travailler avec quelqu'un qui est son concurrent. Vous pensez qu'aujourd'hui la droite est dans une forme olympique ? Non, mais c'est pas je le dis qu'on problème. est la première partie, la première force politique locale. Mais si on commence à exclure chacun, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, moi je suis désolée, mais on reste entre nous et on reste à combien ? Vous êtes mûr pour aller avec Édouard Philippe ? Non, moi je vais vous dire quelque chose. Vous êtes mûr pour aller. Bien sûr, mais c'est évidemment. Je suis juste lucide aujourd'hui sur l'état de la droite. Tout le monde tire contre son camp. Voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est un truc de dingue. Si tu es LR, ce que dit comment il s'appelle, Laurent Wauquiez, il est inadmissible. Tu as plus envie. Attendez, je vous dis une chose. Moi, tu n'as plus envie de voter LR. Parce que tu te dis, mais oui, ils sont capables de ça. C'est d'autant plus inadmissible, comme je vous le disais, il y a une clause de revoyure entre Gabriel Attal et Édouard Philippe pour février 2027, et nous, on nous dit, vous devez vous retirer dès maintenant. Donc, les électeurs sont en colère, d'autant que le projet de Bruno Retailleau, il est clairement de rompre avec les principaux angles morts du macronisme, que sont le déficit, la réduction de la dépense publique. Mais j'entends bien, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec cette ligne, qu'est-ce qu'ils font au LR ? Vous avez parlé de Jean-François Copé, ils ont le droit d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font au LR s'ils ne sont pas d'accord avec cette ligne ? C'est-à-dire que le meilleur ennemi de la droite, ça a toujours été elle-même. C'est-à-dire que dès qu'une tête émerge, il faut lui couper la tête. Et c'est non, ça c'est pas vrai. Non, quand il y avait des vrais... Non, quand il y avait regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand Jacques Chirac, quand il y avait Chirac et Sarkozy, il y avait des têtes, justement. Oui, parce qu'il y avait des incarnations. Il y avait du charisme. Et qu'aujourd'hui, on manque de solides incarnations, qui fait que du coup, on est fracturé aujourd'hui. Si je peux me permettre... vous répondez pas vraiment à mes questions. Les électeurs de droite... Je veux bien répondre, mais... non, parce que, en fait, c'est pas cohérent ce que vous dites. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi ? Mais parce que vous dites, si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette ligne, il sort. Il sort, mais de toute façon, il est sorti de lui-même. Ça fait un an qu'il est sorti. Je vais vous dire, ce qu'attendent sans doute les électeurs qui ont voté pour Retailleau, c'est que Retailleau prenne la parole et fasse preuve d'autorité. S'il n'est pas capable, Bruno Retailleau, de faire la discipline dans son parti, alors qu'il veut réformer la France, l'autorité, personne Il l'a dit à Jean-François Copé. Et il doit le dire, parce que les électeurs, ils se disent, mais il n'est même pas capable, dans son parti, de faire preuve d'autorité, et il veut gouverner la France. Je vais vous dire un truc, il trace sa route, il trace son chemin, il ne regarde plus les querelles d'ego, les batailles d'ego qui sont... Mais non, c'est pas des phrases. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il disent de tracer sa route ? On peut parler des électeurs LR, Pascal, mais les LR, c'est quoi ? Les LR, ils maintiennent en vie un gouvernement, ils n'ont pas voté la censure. Ils ont sauvé la mise à Emmanuel Macron quand il n'a pas eu la majorité absolue. Il y a des ministres LR au sein du gouvernement en ce moment. Alors, ils sont suspendus, mais ils sont quand même LR. Donc, les LR, ils sont déjà associés à la Macronie. Pour moi, le vrai sujet, c'est est-ce que Édouard Philippe va saisir la main tendue de Laurent Wauquiez ? C'est ça la vraie question. C'est peut-être un piège.
Et c'est un piège, évidemment. C'est un piège. Je pense que Bruno Retailleau est un homme sincère, cohérent, dont la ligne a peu bougé au fil des décennies. Maintenant, quand on regarde très froidement les choses, on a quand même le sentiment que son parti a de moins en moins d'espace politique et qu'il est totalement pris en tenaille entre, d'un côté, une sorte du MP bis qu'Édouard Philippe est en train de reconstituer avec Wauquiez, avec Jean-François Copé, et une sorte de néo-RPR que serait le Rassemblement La vérité, national. c'est que Bruno Retailleau, il est plus proche d'Éric Ciotti aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et c'est la clarification des LR, elle doit se mettre là. C'est-à-dire qu'il est plus proche d'Éric Ciotti et peut-être aussi, d'une certaine manière, peut-être pas Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Moi, je pense que Retailleau, il est au barycentre de la droite, c'est-à-dire qu'il peut faire revenir à la maison et les électeurs qui sont partis justement au Rassemblement national et ceux qui sont partis chez Macron. C'est-à-dire que, oui, mais il a une colonne vertébrale idéologique. S'il ne met pas, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Et vraiment, je vous apprécie, donc il n'y a aucun problème. Maître Garbarino. Là, ça va faire mal. Là. Non, si ça C'est pas continue grave, comme ça, j'assume. non, mais pas du tout. Si ça continue comme ça, les électeurs de droite, les LR dont vous parlez, ils vont chez Éric Ciotti. C'est le grand gagnant. C'est déjà le cas. C'est le grand gagnant, ça va être Éric Ciotti. La maison se vide, vous savez. La maison se vide parce que les gens vont chez Éric Ciotti parce qu'il est clair, son parti, il est tenu. Et en fait, ça fait longtemps qu'il a pris ses responsabilités. Donc, et cet homme-là, il va récupérer la vraie droite, qui n'est pas la droite qui est au Rassemblement national. Et vous verrez que le LR va disparaître. Bon, un mot d'Édouard Philippe sur Gabriel Attal. Un mot d'Édouard Philippe qui était hier. C'est ma journée. Pourquoi non, mais un mot parce que tous les deux, alors visiblement, il y a querelle pour incarner le macronisme. Mais ce que ne comprend pas sans doute Édouard Philippe et puis Gabriel Attal, c'est que tout ce qui a été proche d'Emmanuel Macron est quand même très radioactif. Voilà, pour l'électorat. Oui, mais ça va être très difficile. Vous pensez que ça les disqualifie ? Je pense que mais vous rendez pas compte. Comment ? Ils vont nous ressortir le moi ou le chaos. Marine Le Pen, il faut faire barrage à Marine Le Pen, ça marchera. Mais bien sûr. C'est compliqué quand même quand tu as été Premier ministre. Bon, écoutez Édouard Philippe. Il y a des différences politiques, il y a des différences personnelles, elles sont d'ailleurs très respectables. Je dis pas que je suis élu local, maire du Havre depuis 16 ans, élu dans une ville populaire industrielle depuis 25 ans. Comprendre, vous avez une expérience qu'il n'a pas. J'ai un âge qu'il n'a pas. On n'est pas les mêmes. C'est pas dénigrant de dire ça. Comment ça va se terminer ? Ça va se jouer au duel, à pile ou face ? Il a du talent, mais moi j'ai les miennes et c'est pas les mêmes. Je pense que la multiplication des candidatures au début de l'élection, elle est très légitime. D'ailleurs, si les gens ont quelque chose à dire aux Français, ils le disent. C'est pas moi moi je suis candidat, je vais pas les dire aux autres. Mais enfin, pourquoi vous êtes candidat ? Bon, donc c'est normal qu'ils le fassent. S'ils ont envie de le faire, s'ils ont envie de dire des choses. Après, à partir entre novembre et février, il va falloir que chacun mesure bien, moi y compris, le risque que représenterait un trop grand nombre de candidats dans le même espace politique ou dans un espace politique à peu près compatible, et le risque d'élimination qui arriverait à ce qui pour moi est un cauchemar absolu. Mais un cauchemar absolu, c'est un deuxième tour avec Mme Le Pen ou M. Bardella face à M. Mélenchon. Pour certains Français, le cauchemar absolu, c'est les 9 années qui viennent de passer. Le cauchemar absolu, manifestement, pour Laurent Wauquiez, c'était, il y a peu de temps encore, Édouard Philippe. Le cauchemar absolu, c'était les 80 km, c'était Fessenheim, c'était tout ce qu'il a cité. Donc, c'est toujours pareil. Il a été Premier ministre de la France, associé à Emmanuel Macron, la France va moins bien. Bon, et il parle de cauchemar absolu. Il faut peut-être balayer devant sa porte. Non, mais dans sa phrase, moi, ce qui m'intéresserait, c'est l'espace politique dont il parle, qui est à peu près compatible. J'aimerais vraiment bien savoir, vu l'état de la France, sur quoi et avec qui peut-il s'entendre sur quelques urgences identifiées. C'est la phrase que je pense beaucoup d'électeurs du centre vers la droite d'ailleurs posent depuis à peu près 15 ans et auxquels personne ne répond. Et ça, c'est la continuité du système, Édouard Philippe. Oui, c'est des petites réformettes, il ne fera rien. Voilà, c'est ça, c'est la continuité du système. On a les postes et on les garde. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, mais et Jean-François Copé et comment dire, et Laurent Wauquiez, c'est aussi ce qu'ils veulent faire. Mais les uns et les autres, même que vous venez de citer, ont déjà évoqué la nécessité de grandes réformes. Oui. Est-ce qu'on va les entendre encore pendant la campagne et est-ce Bruno Le Maire disait autre chose ce matin à Laurence Ferrari. Bruno Le Maire, lui, il est sur une rupture par rapport à ça. Il dit qu'il faut changer quasiment tout. Il ralliera Édouard Philippe quand même à la fin comme les autres. Ça, j'en sais rien. Mais il dit vraiment... et vous dites évidemment... évidemment. Pardon, il était dans la Macronie. Je rappelle que Le Maire, c'est le premier qui est parti, qui nous a quittés, qui a rejoint la Macronie. Il va rester cohérent, au moins. Il est sur une rupture. Écoutez, monsieur... Non, mais vous avez mis j'allais dire une douille, c'est pas très chic, mais... Une quoi ? Une douille. Vous avez mis un taquet.
Non, elle n'était pas perdue, mais en l'occurrence à Laurent Wauquiez sur ce qu'il disait sur Édouard Philippe il y a quelques temps, il fallait entendre Bruno Le Maire sur Emmanuel Macron pendant la campagne. C'était pareil, c'était l'attaque du projet. Mais là, si visiblement... vous attaquez un projet et que finalement vous vous y ralliez parce qu'on peut faire quand même des choses, tout ça dans un espace... En fait, le terme espace à peu près commun, je pense que c'est vraiment tout ce qui a dégoûté les électeurs de droite. Et d'autres ont taclé Marine Le Pen avant de la rejoindre. Écoutez David Lisnard. Ah, on l'écoutera après. C'est le Carillon. Le Carillon avec notre ami Thomas Hill. Bonjour Thomas. Bonjour Pascal. Quel programme Thomas ? Bah écoutez, c'est la dernière fois qu'on fait ce passage d'antenne, figurez-vous Pascal, parce que demain je serai sur la terrasse d'Europe 1. Et donc, écoutez, ça ne fonctionnera pas, mais je voulais vous remercier vraiment. Non, mais aussi, je voulais surtout vous remercier et souligner la qualité de votre émission, Culture Média, Culture Média, qui était écoutée sur Europe, et puis votre qualité personnelle, et puis l'équipe avec laquelle vous travaillez, Anissa et tous ces jeunes gens. Et puis c'est vrai qu'on crée des liens quand on travaille ensemble, et j'espère que cette camaraderie ou cette amitié est réciproque, et votre talent est grand, et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent. Comme on dit, on a parlé ensemble, le métier... Voilà, l'important, disait Philippe Labro, c'est d'être sur le manège. Le manège, il tourne, et puis parfois, on est là, et puis parfois, mais il ne faut pas descendre du manège. Voilà, et il tourne, et il faut continuer de travailler, et votre talent est grand, et je ne me fais pas de soucis pour vous. Merci beaucoup Pascal, et merci pour tous ces bons moments. C'était vraiment chouette de vous voir chaque matin ici. Écoutez, c'est réciproque en tout cas. C'est réciproque, Thomas Hill. Bonne journée. Il est 9h53. On marque une pause. Vous restez avec nous. Ça va, Madame Erwan ? Périscolaire, oui. On en parle tout de suite après. Bon, j'attends. Vous reste alors. Mais non, mais c'est un sujet très grave. Absolument. C'est un sujet très grave, et vous avez raison de prendre ce sujet comme il le faut, qui est sous-traité dans les médias. Complètement. D'ailleurs, ils m'ont dit que c'est trop anxiogène pour les parents, donc on n'en parle pas. Qui vous a dit ça ? Des journalistes. Qui ? Je ne vais pas vous donner le nom. Oui, personne dirait. C'est qu'en fait, les gens zappent parce qu'en fait, c'est trop angoissant. Ah oui. Bétarame, c'était moins anxiogène. Mais c'est même pas vrai. C'est simplement que... c'est votre vérité à vous. En l'occurrence, je l'ai entendu de la part d'un journaliste. Il me dit, je suis désolé, on ne peut pas le passer parce que ça angoisse trop les parents, c'est un traumatisme. Ça fait des années, vous avez absolument raison, la question de la protection des mineurs, la protection de l'aide sociale à l'enfance, la question des agressions sexuelles sur mineurs sont des sujets, toute la presse détourne le regard en disant c'est anxiogène, personne ne veut en entendre parler, c'est vrai. Et d'où l'omerta systémique, en fait, à tous les étages. Médias, justice, école... Omerta, géométrie variable, encore une fois. Et l'Ukraine, c'est pas anxiogène. Parce qu'il y avait une affaire politique derrière avec François Bayrou. Bon, il est 9h54, à tout de suite. À tout de suite.